Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nanoshiur, le nouveau d'une nouvelle année que nous espérons bien heureuse, que nous espérons bonne et douce comme le miel, mais ça nous le réserverons pour dans quelques semaines pour Rosh Hashanah qui arrive bientôt. Cette semaine en tout cas, à la synagogue, nous lirons la paracha de Kitetse. Dans cette paracha, nous allons notamment, dans les premières lignes, nous parler de trois sujets différents qui ont l'air a priori un petit peu décousus. Le premier thème, c'est dans les premières lignes, un homme qui part en guerre et qui, au cours de sa conquête militaire, découvre une femme qui est très belle. D'un coup, il s'empare d'un sentiment, il est emparé d'un sentiment d'amour intense, il veut l'épouser. Alors on lui dit, minute papillon, cette dame-là est peut-être très jolie, mais est-ce qu'elle te convient? Alors on va lui imposer un, on va lui opposer un rythme, on va lui imposer plutôt un temps qu'il va devoir se fixer, au moins un mois, pendant lequel il n'aura pas le droit d'être avec elle, pendant lequel elle-même pourra, puisqu'elle est kidnappée, elle est prisonnière de guerre, elle-même donc faire le deuil de sa famille. Et lorsque ce sera fait, elle devra, elle, être dépourvue de tous ces attributs qui la rendent belle, tout simplement pour que la personne puisse, cet homme qui avait trouvé cette femme si jolie, puisse, eh bien, de nouveau réfléchir. Était-il attiré par cette femme uniquement pour sa beauté ou était-il véritablement attiré par le foyer qu'il pourrait construire de manière durable avec cette personne? Et c'est cela qui va, quelque part, fonder toute la logique du début de cette paracha. Ce sont les choix qui ont des conséquences. Les choix qui sont réfléchis, les choix qui portent sur des valeurs durables. Donc, la première des problématiques posées, c'est un homme qui établit un choix sur des qualités superficielles, donc sur un état ponctuel. Cette femme est très jolie à présent dans ce contexte, mais peut-être que ce n'est pas celle qui te convient à toi pour fonder un foyer. Alors, que se passe-t-il? Nous arrivons au deuxième sujet, et le deuxième sujet, c'est si un homme épouse deux femmes, et il y a une femme qu'il préfère à l'autre, et la problématique se pose au niveau des enfants. Et il y a un enfant, donc on le dit, tu ne pourras pas préférer l'enfant de la femme que tu préfères à l'enfant de la femme que tu aimes moins. Le troisième sujet, c'est s'il existe un enfant qui se rebelle contre ses parents. Alors la question qu'on se pose dans ce début de paracha, c'est y a-t-il un lien entre ces trois sujets? La femme captive, avec laquelle on veut se marier parce qu'elle est jolie, la deuxième femme, c'est-à-dire la problématique de la concurrence des femmes, un peu comme Rachel et Léa, les épouses de Jacob. Et enfin, le troisième point, c'est le point de l'enfant qui se rebelle. Alors, avant toute chose, évidemment, pour pouvoir répondre à cette question, on va devoir se libérer de toutes les questions subsidiaires, toutes les questions périphériques, c'est-à-dire, dans un premier temps, tout simplement la dignité de l'homme, les droits fondamentaux universels de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on peut permettre à un homme de capturer et de prendre une femme, de la kidnapper? Ça pose des questions fondamentales, mais encore une fois, ce sont des questions importantes, mais qui sont traitées par ailleurs. Nous allons nous concentrer sur le fil conducteur. Évidemment, on pourrait se poser aussi la question de la polygamie, mais encore une fois, on essaye de se concentrer sur le fil conducteur. À mon avis, le fil conducteur, c'est le point des choix fondamentaux, des choix qui sont basés sur quelque chose de durable. Si un homme est capable de baser son choix de son mariage uniquement sur la beauté et rien d'autre, parce que la Torah nous dit simplement que c'est une femme qui est jolie. Un homme qui est capable de baser la construction de son foyer, de toute sa vie, sur un élément ponctuel, c'est un homme qui ne mesure pas la conséquence de ses actes. Que se passe-t-il après? Alors après, il s'est marié avec elle, et là, on nous parle d'un cas d'un homme qui a épousé une autre femme. Alors, on nous parle d'un homme qui a épousé deux femmes, mais en réalité, on pourrait très bien réfléchir aussi à un cas beaucoup plus moderne où il s'est marié avec une femme, il a divorcé, il en a repris une autre. Parce que le problème, c'est que dans ce cas comme dans l'autre, eh bien, nous arrivons à la troisième situation, à la situation du fils rebelle. Le fils, lui, l'enfant,
l'enfant, d'ailleurs garçon ou fille, se situe dans cette problématique où il hérite des disputes de ses parents, que ce soit de la première femme, de la seconde femme, de celle qu'il préfère, de celle qui n'aime pas. Il hérite de la dispute de ses parents. Il n'a rien fait dans cette dispute, mais lui en hérite comme s'il était responsable. C'est-à-dire que parfois, il aura l'impression de porter la responsabilité de sa mère, alors que peut-être la mère n'y est pour rien. En fait, celui qui est uniquement en cause, c'est le père qui n'a pas mesuré l'importance de ses choix. Et alors que se passe-t-il? Nous arrivons à la troisième étape, Ben Sorer ou Moré. L'enfant qui est rebelle. Il se rebelle contre ses parents, il est incontrôlable. Il est incontrôlable, on ne sait pas quoi en faire. Bien en fait, peut-être que la juxtaposition de ces trois points vient pour nous enseigner une règle fondamentale. Un homme qui ne mesure pas la conséquence de ses actes, un homme qui ne se fie qu'au carpe diem, vivons aujourd'hui et demain, on verra, eh bien, cette personne-là qui ne mesure pas la conséquence de ses actions, eh bien, les conséquences le rattrapent. Que ce soit au niveau de son mariage, au niveau personnel, ou alors même au niveau de sa famille, ses enfants eux-mêmes, qui portent de manière complètement injuste, parfois de manière inconsciente, mais de manière injuste, qui portent la conséquence, donc la faute, entre guillemets, de ses parents, eh bien, parfois il est pointé du doigt, il ressent qu'on le met en accusation parce qu'il est le fils de sa mère, eh bien, l'enfant ne le supporte pas et il renvoie le père à sa propre frustration. C'est-à-dire que l'enfant est porteur du défaut du père, le père voit en l'enfant son propre défaut, et l'enfant, ce qu'il va faire, il va se servir de cette faiblesse tout naturellement pour mettre en défaut son père. Et de cette manière, le père est désarçonné et il pense que l'enfant est incontrôlable. En fait, il est incontrôlable pour lui parce qu'il n'a, lui, aucun moyen de contrôler son propre défaut. Le père n'a plus aucun moyen de contrôler l'erreur du passé. L'erreur l'a rattrapé, il voit en son fils une partie de cette erreur. Et l'enfant ne supporte pas ça, il renvoie le père vers donc ce défaut. Le père est désarçonné, l'enfant profite, et on se trouve dans une situation où eh bien, le père est complètement désarmé, l'enfant est considéré comme un enfant rebelle. Alors qu'en fait, l'enfant est tout à fait normal, il veut simplement qu'on le considère comme un être, une existence à part entière, et il veut que le père puisse à présent réagir de manière responsable, qu'il puisse être maître des conséquences de ses actions, qu'il puisse en tout cas prévoir des conséquences de ses actions. Tout cela nous est dit de manière en filigrane dans la paracha de cette semaine. C'est une paracha qui est extrêmement, extrêmement profonde, que je vous invite à étudier de manière aussi profonde que possible, parce que, encore une fois, chaque thème regorge de questions fondamentales, et c'est à nous de nous permettre de les comprendre sans jeter la pierre au texte. À très bientôt, Shabbat Shalom, à bientôt.